François Labelle, bonjour. Bonjour Maxime. Merci François de prendre du temps aujourd'hui avec nous pour être capable de venir nous parler un peu de tes projets de recherche puis sur quoi tu travailles. Puis d'entrée de jeu, dans le fond, j'ai le goût de te poser la question générale, puis pour la gouverne de tous, pourquoi est-ce si important d'étudier le développement durable, particulièrement au niveau des PME? Il faut le rappeler, 98% des entreprises au Canada, mais c'est vrai ailleurs dans le monde, sont des PME. Alors, elles fournissent 80% des nouveaux emplois. De manière agrégée, ce sont elles qui ont le plus de retombées positives sur nos sociétés, mais également des retombées négatives. Elles sont aussi celles qui génèrent le plus de pollution quand on les prend dans leur ensemble. En fait, certains organismes observateurs à l'échelle mondiale considèrent que leur impact sur la pollution, sur la consommation d'énergie, est à hauteur de 50% au minimum. Il faut donc considérer que sans elles, nous ne pourrons pas véritablement atteindre un développement durable, ou du moins limiter nos impacts sur l'environnement, sur la société, sur le climat, la biodiversité. Alors, par ailleurs, il faut aussi également dire qu'elles sont moins ciblées par les médias, par les chercheurs. Pourquoi? Parce qu'elles ont des données moins publiques. Elles n'ont pas l'obligation de divulguer leurs informations publiques comme les grandes entreprises doivent le faire. Alors, les professeurs s'y intéressent moins, les médias s'y intéressent moins. Pourtant, il y a un décalage entre leur impact et l'intérêt qu'on leur accorde. Donc, c'est la raison pour laquelle, entre autres, je m'intéresse aux PME. C'est surprenant, je te coupe, François, parce que je suis impoli, tu le sais. C'est surprenant parce qu'en général, les PME sont plus agiles pour être capables de changer leur manière de faire comparativement à la grande entreprise. Oui, mais il y a un phénomène qu'il faut considérer. La grande entreprise, il y a un effet d'émulation important dans les grandes entreprises. Quand l'une le fait, étant donné que les médias en parlent, les professeurs en parlent, que les informations sont publiques, elles peuvent plus rapidement se copier les unes les autres, s'émuler les unes les autres. Ce n'est pas le cas avec les PME où l'information est beaucoup plus diffuse et ne sont pas capables souvent d'avoir les informations nécessaires. Oui, elles sont plus habiles, plus agiles, mais n'ont pas nécessairement les compétences et les ressources pour le faire. Oui. Autant financières qu'au niveau des ressources humaines. Capital et connaissances. Et compétences. Oui. Quand on embarque dans le développement durable, il y a une question de compétences en termes de savoir tacite, savoir réel, comment le faire. Ajoutons à cela qu'effectivement, nous souhaitons leur apport parce qu'elles sont capables, à cause de leur créativité, si on leur donne les outils, de faire changer le monde. Elles provoquent souvent ce qu'on appelle un phénomène de destruction créatrice. Elles sont en mesure de remettre en question les modèles antérieurs pour suggérer des nouveaux modèles. Ces innovations-là viennent souvent des PME, mais pour cela, il faut les outiller, il faut les accompagner correctement. Quand on parle de destruction créative, as-tu un exemple en tête? Les modèles de vente en ligne ont détruit plusieurs commerces comme le château, les vêtements. Les vêtements. Alors, ces modèles-là d'innovation, Facebook et tous ces médias sociaux-là ont presque provoqué l'extinction des journaux et même des télévisions. Alors, oui, il y a ces phénomènes de changement de façon de faire qui, parfois, font en sorte qu'il y a une vague d'extinction des anciens modèles. Alors là, si on veut changer vraiment de modèle, il faut qu'on ait un modèle d'extinction de tout ce qui est utilisation de ressources de type fossile et éventuellement renouveler nos façons de penser, nos façons de faire. Les PME peuvent jouer un rôle important là-dessus. Maintenant, François, en quoi est-ce si important de distinguer les PME, surtout en contexte de développement durable? Bon, il faut les distinguer des grandes entreprises. Il faut comprendre, et ça c'est une chose qu'il faut rappeler souvent, les PME ne sont pas des bébés grandes entreprises. Elles sont distinctes, elles ont leurs caractéristiques propres. Il faut les étudier pour ce qu'elles sont, en sachant qu'elles ont des ressources limitées, comme tu disais plus tôt, peu d'employés, peu de temps, un capital limité, des compétences limitées. Par ailleurs, il faut comprendre qu'elles sont distinctes entre elles aussi, beaucoup plus que les grandes entreprises, à cause du phénomène que j'expliquais tantôt. Les grandes entreprises sont souvent formatées de la même façon, parce qu'elles sont soumises aux mêmes institutions. Elles sont en bourse, elles doivent donc faire des redditions de comptes assez spécifiques. Souvent, leurs dirigeants proviennent des mêmes écoles de gestion. Les PME, c'est beaucoup plus distinct. Elles ne se ressemblent pas autant. Alors, il faut les distinguer des grandes entreprises. Il faut les distinguer davantage entre elles. Il n'y a pas de PME typique. Elles sont hétérogènes, particulièrement lorsqu'il est question de pratiques sociales et environnementales. D'ailleurs, les enquêtes que je mène avec un outil développé à l'INRPME
la boussole de la durabilité, Oui, on l'a vu ça. permettent de reconnaître plusieurs profils de PME face au développement durable. Cette boussole est au cœur de mes travaux et est disponible en ligne sur le site VigiPME. Comme vous pouvez l'observer sur le schéma, cette boussole de la durabilité permet de distinguer 4 profils de PME qui ont des caractéristiques distinctes. Par exemple, premier profil, celles que j'identifie comme les traditionnelles, visent le profit, la croissance, l'innovation, le leadership. Donc, ce sont des proactives, mais pas avec le développement durable. Ils sont traditionnels dans ce sens-là. Les stratégiques juste à côté, dans cette même boussole-là, donc à votre droite, réussissent à se distinguer de leurs concurrents en intégrant le développement durable à leur stratégie. Pensez à Loop, pensez à Loufa, pensez à ce type d'entreprise qui marie stratégie et développement durable. Elles sont gagnantes sur les deux aspects. C'est pas juste un élément marketing qu'on voyait il y a 15 années. Là. On voit vraiment que c'est une volonté à l'intérieur de l'entreprise, puis c'est la base un peu de l'entreprise d'y aller là-dessus. Dans leur cas, c'est leur ADN. Oui. Dans ce sens-là. Et elles ont des avantages stratégiques parce qu'il faut voir ce qui s'en vient. Les demandes en termes de développement durable n'iront pas en s'amenuisant. C'est clair. Objectif 2030, c'est demain matin, ça. Et 2050, c'est très bientôt. On ne pourra plus, les PME, comme les grandes entreprises, ne pourront plus ne pas intégrer ces dimensions-là. Alors, aussi bien le faire rapidement et correctement, comme les stratégiques le font. Et le consommateur le sait aussi, et le commentaire commence à l'exiger. De plus en plus. Et les pressions viennent des prêteurs, des assureurs, exactement, des donneurs d'ordre. Tu ne peux plus faire affaire avec Costco, Saint-Hubert et les grandes bannières qui donnent, donc qui sont des clients des PME, sans intégrer ces dimensions-là. Exact. Sinon, tu ne seras même plus considéré. Exact. C'est la nouvelle réalité et elle va aller en s'accentuant. Le troisième profil, les militantes. Elles existent, celles-là aussi. Ce ne sont pas des entreprises d'économie sociale, c'est celles dont je parle. Ce sont des entreprises dont les dirigeants veulent vivre selon leurs valeurs, veulent vivre leur entreprise en mettant de l'avant le développement durable. Il y a des exemples de ce type d'entreprise-là. En Mauricie, on a Belle à Croquer qui fait des produits de soins corporels avec des résidus de vignes de raisin. Elle ne veut pas conquérir nécessairement la planète, mais elle veut vivre selon ses valeurs. Exactement. On a des fleuristes, par exemple, Oursin Fleurs, qui s'assurent de ne vendre que des fleurs naturelles qui sont produites à proximité, aucune teinture, des produits au jour le jour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage. On a de plus en plus de ces militants qui se disent « je peux faire une différence dans la société à travers mes gestes de développement durable ». Finalement, il y a un dernier profil dont je veux parler, ce que j'appelle les réactifs. Comme dans tous groupes sociaux, il y en a qui sont peu dynamiques autant en affaires que du côté environnemental, social. En d'autres termes, ils ne feront à peu près rien si on ne les force pas à le faire. Exactement. Alors, l'accompagnement, pour continuer sur cette veine des profils-là, l'accompagnement, par exemple, si je suis un banquier, si je suis des accompagnateurs en entreprise, je dois reconnaître ces profils-là pour accompagner correctement. C'est pas vrai qu'on va accompagner les réactifs de la même façon que les stratégies. On le fait. On est beaucoup dans l'idée du one size fit all, mais c'est une erreur. Il faut adapter nos accompagnements en fonction de ces profils-là. Avec les militantes, ils sont déjà en développement durable. Il faut les encourager à prendre de l'ampleur pour que les bénéfices qu'elles génèrent soient de plus grande ampleur. Avec les traditionnels, on va prendre une autre tactique. On va leur faire miroiter cette idée que s'ils le font, il y a des retombées économiques positives. Mais les raisons pour lesquelles ils le font ne sont pas nécessairement les mêmes que les autres. C'est ça qui est vraiment l'enjeu. Reconnaître donc les objectifs différents. Les traditionnels vont le faire pour des retombées positives. Et c'est démontré que les PME et les grandes entreprises, là, soit dit en passant, qui s'engagent en développement durable vont avoir des profits supérieurs, une réputation supérieure, une attractivité, une mobilisation de la main-d'œuvre supérieure. Ce sont des choses qui sont démontrées. Si on leur fait miroiter ça au traditionnel, ça coïncide avec leurs valeurs, avec leur conception. Est-ce que l'étude aussi touche un peu au niveau des groupes d'âge dans les 4 cadrans qu'on se parle depuis tantôt? Évidemment, parce que je mets mon chapeau de CEI, la nouvelle génération, je parle des 20, 21, 22, 23 ans qui démarrent. Ce volet-là de développement durable, pour eux, c'est inné, c'est acquis, c'est une équation, d'emblée, il faut y aller avec ça. J'imagine d'avoir un peu de données là-dessus. Oui, en fait, c'est une hypothèse forte, puis une hypothèse tout à fait plausible. Malheureusement, dans les études que j'ai, je vais en reproduire d'autres, mais les groupes d'âge, il n'y avait pas de différence entre les... Au contraire, même, les PME les plus anciennes, avec des dirigeants plus vieux,
peut-être parce qu'ils sont plus avancés dans leur cycle d'affaires, ont des ressources à dégager pour cela, alors que les plus jeunes ne l'avaient pas. Alors non, on n'a pas vu de différence dans les 400 PME étudiées il y a déjà 2-3 ans entre les plus jeunes et les plus anciennes, entre les dirigeants plus jeunes et les dirigeants plus vieux, les dirigeantes, qu'on se comprenne bien. Oui, on se comprend. Alors, étonnamment, non, OK. mais il peut y avoir d'autres facteurs explicatifs, dont les ressources, dont cette maturité, dont cette aisance financière peut-être acquise avec le temps, Exact. qui permet de, mes autres aspects sont bien contrôlés, je peux maintenant m'attaquer à ce problème-là. Mais ce ne sont pas les déterminants les plus importants. Il faut avoir des jeunes qui sont conservateurs, qui sont traditionnels, il faut avoir des jeunes qui sont militants, et le contraire, il faut avoir des gens plus âgés qui sont tout à fait militants, tout à fait ouverts aux nouvelles idées. Faisons attention à ces classements générationnels. C'est un préjugé qui est facile à avoir. Là. Mais qui a du sens, parce que c'est bien sûr que la nouvelle génération est née avec ces enjeux-là au quotidien, ils en entendent parler, ils sont sensibilisés déjà au primaire. On s'attend à ce que les prochains entrepreneurs soient... Et il y a des opportunités de marché par ailleurs. Il ne faut pas juste voir ça comme des menaces. Non, c'est Alors, ils peuvent saisir les opportunités qui n'existaient pas à une autre époque. Mais pour l'instant, les données ne démontrent pas ce lien direct entre l'âge de la PME et du dirigeant et l'engagement en développement durable. Bien, finalement, c'est quoi les prochaines étapes, ou je dirais plutôt la suite au niveau de tes travaux, François? Alors, d'abord, je souhaite continuer à réaliser des études de cas qui sont plus qualitatifs pour mieux comprendre quels sont les changements de mentalité, d'identité, de rationalité, de culture des entreprises. C'est plus difficile à saisir ça de saisir ces éléments-là avec des enquêtes quantitatives. Fait qu'il faut aller voir, comprendre et quels changements s'opèrent dans l'ADN, on disait tantôt, autant du dirigeant, parce qu'on devient en le faisant. Exact. Et notre conception de la gestion peut changer. Alors nous, on veut saisir ça. On le fait avec des étudiants de doctorat, entre autres avec la SADC de Nicolet, comme je le disais dans ma présentation. Mais l'autre gros volet, on a déjà entamé ces recherches-là, je vais aller plus loin que la boussole pour que l'outil devienne plus interactif. Là, on trace le portrait et ça s'arrête un peu là. Les entreprises savent s'ils sont plus traditionnels, stratégiques et ils peuvent même aller répondre directement en ligne au questionnaire. Maintenant, je veux que ça devienne plus interactif et qu'on aille dans une logique de système intelligent. Je fais ce développement-là avec un collègue, Tang Le Ding, qui est un expert en sciences des services, en numérique. Et on veut une forme de système intelligent de recommandation. Les PME vont pouvoir répondre, et là, je suis en train de développer un module spécifique sur la circularité. Ça s'appelle l'indice de circularité. Okay. Les PME vont répondre à ce questionnaire-là sur la circularité et vont avoir leur profil, comme avec la boussole, mais en plus, ils vont se faire dire, écoutez, allez voir cette entreprise-là ailleurs au Canada ou au Mexique, parce qu'on est en partenariat avec le Mexique, ou j'espère ailleurs dans le monde éventuellement. Elle vous ressemble sur plusieurs choses, mais meilleure que vous sur le développement durable. Donc, une forme de consultation pour créer l'effet d'émulation dont je discutais tantôt, qui s'opère chez les grandes entreprises, mais beaucoup moins chez les PME. Donc, de tenter de susciter cet effet d'émulation par ce jeu de recommandations dynamiques, au sens où le meilleur d'aujourd'hui, la meilleure d'aujourd'hui peut se faire devancer et peut éventuellement imiter une meilleure, et souhaitons-le à l'échelle d'abord nationale, ça va se faire au Canada dès cette année, au Mexique également, et j'espère bien à l'international, une PME québécoise pourrait se comparer à une PME norvégienne dans les prochaines années, en se disant, elle me ressemble, elle est capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Donc, dans les prochaines années, c'est l'idée de développer cet outil interactif avec les entreprises. Ça avance bien. Évidemment, on est toujours à la recherche de grands partenaires qui auraient le goût de se joindre à nous pour propulser cet outil-là interactif qui vont soutenir les PME dans un objectif qui nous dépasse, celui du développement durable collectif. François Labelle, on te sent passionné. Merci beaucoup de ton temps encore une fois pour nous parler d'un sujet qui est criant. Donc, merci encore une fois, puis au plaisir. Ça fait plaisir, Maxime. Merci à toi.